Bienvenue à tous dans cette deuxième partie des analyses de Rey Skywalker dans les derniers Jedi. Je vous encourage évidemment à regarder la première partie avant de commencer celle-ci parce qu'on est en plein milieu du film et Rey est déçue. Elle se sent seule après sa petite visite dans la grotte et voilà que Rian Johnson va nous sortir un petit crush du chapeau magique entre elle et Quiche Lorraine. En fait, vous savez quoi? Je crois que Luke, qu'il veuille pas l'entraîner, en vrai, c'est plutôt normal. En quoi le problème de Rey est comparable à celui de Quiche Lorraine, qui, lui, savait très bien qui était son père, contrairement à elle. Why did you hate your father? Give me an honest answer. You had a father who loved you. He gave a damn about you. I didn't hate him. Et il le détestait pas, il l'a dit lui-même. Mais, pour des raisons au-delà de toute logique, à part « je veux être méchant comme papy », il trucide son père à lui, et d'un coup, elle, ça la choque plus. I thought I'd find answers here. I was wrong. I'd never felt so alone. You're not alone. Neither are you. Bah non, ça la choque plus, vous comprenez? Elle est déçue qu'il y ait personne pour lui dire où s'asseoir sur la photo de famille. Bon allez, mettons un peu le vinaigre de côté, imaginons que Rey dans ce film pense à autre chose qu'à elle-même, mais se retrouve plombée par ce sentiment d'abandon des parents qui alimenterait sa part d'ombre, pouvant la faire succomber au côté obscur. Au point que le moindre perso qui prend soin d'elle plus de 2 minutes lui fait perdre toute rationalité. Cela pourrait me la rendre plus attachante, mais voilà plus d'1 heure maintenant qu'elle n'est obnubilée que par ceci. Cet égocentrisme accentué dans le film rend le personnage beaucoup trop auto-centré et trop pleurnichard. Et pour achever de la rendre antipathique, Rey va se mettre à sérieusement remettre en question le mentor. Vous allez me dire, Anakin le faisait aussi avec Obi-Wan, et c'est tout à fait vrai. Mais si vous voulez bien, comparons pourquoi l'un, malgré sa part d'ombre, demeure attachant et pas l'autre. It's all Obi-Wan's fault. He's jealous. He's holding me back. Anakin souhaite ici, dans cette scène, des choses contre nature. Mais aussi puissant soit-il, il ne pourra empêcher les lois de l'univers de marcher comme elles marchent. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Et c'est la leçon qu'il doit absolument apprendre. I don't want things to change. But you can't stop the change. Any more than you can stop the suns from setting. Mais Anakin, comme il a un sacré souci pour tout ce qui est de l'ordre du lâcher-prise, c'est ça précisément qui va le perdre. Alors quand il dit que sans Obi-Wan il aurait été en mesure de sauver sa mère de la mort, c'est faux. En revanche, il peut lui reprocher d'avoir été complètement insensible à sa détresse suite à ses cauchemars. Ça, complètement. I don't know why I keep dreaming about her. Dreams pass in time. On s'en fout. Toujours est-il que même si Obi-Wan est pointé du doigt par Anakin, quand il faut aller le sauver, cet Obi-Wan, même si cela signifie désobéir au conseil, Anakin, il va y aller. Donc Anakin, il a ses défauts, il fait des choses qui sont terribles, mais il reste avec des sentiments humains, des sentiments qui sont bons. Il reste à un endroit accessible, sympathique, parce que toujours soucieux de protéger ceux qu'il aime. Ce sera d'ailleurs autant l'outil de sa chute que de sa rédemption. Et si on revient à Rey, qui elle aussi est en colère contre le mentor. Stop! Stop! Non mais genre elle l'a frappé. Elle vient littéralement de taper sur le saladier de son mentor dans le dos. Vous savez, on a souvent traité Anakin de tête à claque dans l'attaque des clones, mais jamais de la vie, il allait mettre une torgnole à Obi-Wan parce qu'il se disputait avec lui. Et je compte pas évidemment le moment où il a basculé, je parle d'avant. Elle a pas basculé, là. Elle a juste le seum, voilà. Et Rey, quand elle a le seum, elle se croit tout permis, elle est agressive, elle réfléchit plus. Is it true? Did you try to murder him? J'aime bien parce que la question c'est déjà demandée comme une accusation, alors qu'elle a aucune preuve la meuf. Je veux dire, à part la version des faits d'un désaxé qui est quand même probablement manipulateur, elle a rien. Did you do it? Did you create Kylo Ren? Mais c'est quoi cette question? Il a dit que c'était lui parce qu'il se sentait responsable de cet échec. Et lui en plus au lieu d'apaiser la discussion, là il répond pas.
apprécié à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Franchement, voilà. Et en plus, bon, allez, c'est quoi, elle l'a frappé. Tu pourrais dire, ça lui a échappé, ça peut faire partie de l'écriture du personnage qui complètement pète un câble à ce moment-là, elle est trop impulsive, ça commence à dégénérer. Pourquoi pas? Ouais, en plus, elle engage le combat carrément dans la foulée, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, évidemment qu'il faut pas la former à quoi que ce soit, cette fille. Elle est dangereuse. Tu sais, en fait, t'as juste l'impression qu'elle veut casser des gueules parce qu'elle a pas eu son test de paternité, quoi. Mais va consulter, encore une fois, comparons à d'autres personnages qui basculent avec des motifs beaucoup plus forts. Je sais pas, au lieu d'Anakin, tiens, prenons Dooku. Dooku qui bascule parce qu'il veut rétablir une justice, éradiquer un système qui est complètement malade, parce que complètement corrompu. Et de toute façon, même Anakin qui ne supporte pas la perte de ce qu'il aime. Même si on prend Luke dans le Retour du Jedi, il manque de craquer parce qu'on menace directement sa sœur. On parle de la peur de ne plus contrôler. On parle de la colère face à l'injustice. Et que ce soit Dooku, Anakin ou Luke, on a des personnages qui sont animés par un désir de bien faire, pour eux, mais aussi le monde qui les entoure. Rey, on l'a vu dans l'épisode 7, elle est amenée par le scénario dans cette guerre sans l'avoir voulu plus que ça, n'a pas cette volonté plus noble et tournée sur autre chose que sa personne. Ce qui en fait ce personnage antipathique et trop égocentrique, encore une fois. Donc sa crise contre Luke, au lieu d'être intense et tragique, ça donne plutôt envie de la baffer. Car ça ressemble plus à... En fait, moi, Rey, je pensais que la légende, Luke Skywalker, allait me dire quoi faire, parce que je suis incapable de le faire moi-même. Et comme j'ai pas ce que je veux, je lui mets des coups de bâton sur le cigare. Mais même si vous trouvez ça bien écrit, en fait on ne peut pas nier que son comportement, dans ce film en particulier, il est complètement douteux, et il fait d'elle une candidate plus qu'idéale pour le côté obscur. Alors ça pourrait être dans l'intention d'écriture et ainsi se servir du personnage de Rey comme un avertissement envers notre propre trop plein d'égocentrisme et d'individualisme. Rendez-vous à la fin du film pour le savoir. En attendant. Ah, et puis merci Rian Johnson, parce que Luke qui se bat avec une antenne, je rêvais de voir ça. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe. Et Luke qui prend peur devant un sabre laser tenu par une novice et qui se casse la gueule, c'est extraordinaire. Non mais dites ce que vous voulez de Dave Filoni, hein, il a certes ses défauts, mais franchement, comparez Anakin, qui, entre guillemets, perd un combat dans Ahsoka, et Luke. Venez, on compare. On a Anakin qui sourit, parce que le duel, c'était avant tout un moyen de mettre son apprenti en position de faire un choix. Et Luke, il est allé comme un vieux sac là, parce que la random de service là, il lui a fait peur, le sabre laser à la main. Tell me the truth. Ouais, dites-moi la vérité, ouais, parce qu'ici on tape d'abord, on discute après, tu sais, je la supporte plus. Hein. Luke nous donne la vérité, qui n'est pas la version qu'il a donnée plus tôt. I saw darkness. I'd sensed it building in him. I'd seen it in moments during his training. But then I looked inside, and it was beyond what I ever imagined. He would bring destruction and pain and death at the end of everything I love because of what he will become. And for the briefest moment of pure instinct, I thought I could stop it. It passed like a fleeting shadow. Ah donc il a carrément menti. Vous allez me dire, Obi-Wan aussi il a menti. Et c'est vrai. C'est vrai qu'Obi-Wan n'a pas tout dit à Luke dans l'épisode 4. Est-ce qu'il a eu tort ou raison ? C'est tout un débat dont on peut discuter qui se fonde néanmoins sur un motif tangible. Parce que ne pas donner à Luke une vérité qu'il n'est pas prêt à entendre, ça peut se comprendre. Alors oui, bien sûr, il enrobe un peu tout ceci sous un certain point de vue, car c'est de notre point de vue que découle notre vérité. Et sa vérité à lui, à Obi-Wan, c'est que Anakin Skywalker est mort, tué par Vador. Il dissocie Anakin et Vador, ce que Luke ne fera pas. Et c'est son point de vue qui deviendra ensuite sa propre vérité. You were right. You were right about me. Et ça, c'est un propos qui donne de la réflexion. Donc c'est pas un défaut d'écriture, et ça met pas Obi-Wan non plus dans la position d'un mec qui se dérobe à ses responsabilités, en fait. Parce que Luke n'a pas donné un différent point de vue, en vrai, là. Il a juste menti. Il a dit « Je suis allé le confronter ». Mais mec, il est en train de dormir, t'as confronté personne. Donc confronter chez lui, ça voulait dire, je l'ai sondé pendant qu'il dormait, et j'ai voulu l'empaler pendant son sommeil. Et puis même si on chipote, on se dit, allez, dans sa tête, c'est son point de vue.
Mais il y a une chose qu'Obi-Wan ne fait pas, je le répète, c'est se dérober à sa responsabilité. Obi-Wan, quand il raconte que Vador a tué le père de Luke, il continue quand même à traiter Vador comme son ancien apprenti. Il assume donc la position du maître qui a échoué, quand l'autre ne raconte pas toute l'étendue de son échec. Il n'a pas avoué que oui, il a eu la brève tentation de tuer son neveu. C'est pire que tout. Va t'acheter une responsabilité qui va de pair normalement avec la fonction du Jedi. C'est ça le moment où on achève Luke Skywalker, où on renie encore plus la saga, et notamment le retour du Jedi et sa fin. Parce que Luke, au final, on en fait quoi ici? À part un dérangé mental, qui plutôt que d'avoir une discussion avec un ado manipulé par un pervers, et on rappelle qu'il a tenté de raisonner Dark Vador, il a ici la tentation de le trucider en pleine nuit. Et dans les arguments pour défendre cette écriture, on me dit, eh oui, mais il a eu peur, on donne un aspect humain à Luke. Et oui, il peut se tromper, mais il a eu peur de quoi là? Qu'il largue une caisse et qu'il détruise l'univers? Non mais le gars, il est arrivé à se maîtriser ici, alors que c'est littéralement la merde pour tout le monde. Mais ici, là, d'un coup, le gars, il se prend une terreur nocturne, il a des envies de meurtre. Parce que quoi? Parce qu'il a senti qu'on allait détruire tout ce qu'il aimait. Mais t'es maître Jedi, mon gars. Et lui, il est apprenti. Alors tu le maîtrises, tu tentes de le raisonner, mais le coup d'avoir la tentation de le sabrer pendant qu'il dort, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien en plus qui, dans les films précédents, vient justifier ce revirement de comportement de Luke. C'est juste encore une fois le scénario qui te l'impose, et tu dois l'accepter parce qu'il y a marqué Star Wars dans le titre. Mais pour avoir un revirement de personnage comme ça, faut qu'il y ait un événement dans ton script, dans ton histoire, pour qu'on puisse au moins le comprendre. Ça n'est pas le cas, puisqu'entre ça et ça, il y a juste des flashbacks complètement foireux. Et si on adhère à cette vision de moi j'aime ce Luke humain, ce qui rappelle un petit peu les Jedi de The Acolyte, au passage, nous répliquerons ceci. Sachez bien que je n'ai jamais demandé, et je ne suis pas le seul, à avoir un Luke Skywalker infaillible. Rappelez-vous, dans ma vidéo sur le réveil de la Force, j'ai bien posé comme axe de réflexion que le conflit dans une histoire est essentiel. Sans conflit, il n'y a rien à raconter. Donc il faut qu'il y ait du conflit, il faut que Luke soit faillible. Mais entre faillible et faillible, voilà le niveau des défis que tu poses à ton personnage. Quelle paresse d'écriture que d'avoir ce Luke qui ne sait toujours pas contrôler ses émotions un minimum devant un défi moindre que ce qu'il a vécu auparavant. Oui, c'est moindre. Oh, le gars, dans le retour du Jedi, il fait face à une menace directe et concrète. Ses amis sont vraiment sur le point de mourir. L'Alliance est vraiment sur le point de perdre. Les seigneurs Sith qui sont en face de lui, ils vont vraiment s'en prendre à sa sœur. C'est au présent. C'est pas une attaque de panique basée sur un futur hypothétique comme dans les derniers Jedi où tout n'est que peur en fait d'un futur qui n'existe pas encore. Always in motion is the future. Alors, elle est passée où cette leçon dans sa tête? La dramaturgie est inexistante ici. Si Luke change à ce point, pour quelle raison autre que « Oh pardon, j'ai flippé ». Le scénario de la prélogie ne fait pas basculer Anakin du côté obscur en lui faisant soudainement dire « Oh pardon, j'ai eu une petite crise d'anxiété ». On passe pas de ça Mom, you say the biggest problem in this universe is nobody helps each other. à ça. Sans explication, sans événement. Un événement, c'est quoi? C'est un nœud dramaturgique. On va en voir quelques-uns pour que vous compreniez mieux. Dans l'épisode 1, les nœuds de dramaturgie se posent, les événements qui vont justifier sa corruption. Luke, on a quoi? On a 3 flashbacks. 3 flashbacks qui, en plus, sont des versions romancées d'un même souvenir. Le souci de ce film, c'est qu'au lieu de faire avancer ton héros vers d'autres confrontations, d'autres défis qui vont confronter son nouvel état d'esprit pour permettre d'enrichir toujours plus le propos, en fait on se retrouve à faire quoi avec ce genre de nullité là? On se retrouve à régresser et à rendre l'histoire de la trilogie originale inutile, caduque. C'est un comble quand même, venant de la part de gens qui apparemment adulent cette trilogie originale, qui n'a comme seule utilité à présent d'être quoi, à part une petite aventure,
sans grande conséquence, le temps que Miss Rey vienne sauver le cul de la galaxie. Et le comble du comble maintenant, c'est que c'est Rey qui a foi en une cause, celle que Kylo Ren peut être sauvé. There's still conflict in him. If he returned from the dark side, that could shift the tide. This could be how we win. This is not going to go the way you think. Pourquoi il y a cru pour cet homme et pas pour lui? Bah... Ouais, bah vous me l'auriez dit Allez. Et Rian Johnson, là, tout ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il veut vous faire croire qu'il va faire un remake du Retour du Jedi, alors que pas du tout. Sacré Ryan. Oh, puis j'adore ces répliques, là. Then he's our last hope. Il va falloir vraiment que vous arrêtiez de nous faire croire que le Kylo Ren est imbattable ou qu'il est notre espoir absolu, quoi. Je veux dire, on a tous vu le réveil de la Force. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Sinon, à quoi fait écho cette scène en moins bien? Eh bien à celle où Luke évidemment est assailli d'une vision où ses amis sont en danger de mort et donc il met un terme à son entraînement et il s'en va. Il cède lui aussi à l'appel des émotions et de l'attachement. Pour ces deux mentors dans l'Empire contre-attaque, c'est précisément jouer le jeu de l'ennemi. Et eux, ils ont déjà joué le jeu des Sith auparavant. Donc aller dans des conflits orchestrés par ces derniers, ils savent très bien comment ça peut finir. Donc aller sauver ses amis sans être prêt, là c'est vraiment encore pire. C'est courir à la perte de la cause qu'ils défendent. La dévotion en une cause morale est plus importante que les intérêts personnels. C'est ça qu'ils sont en train de défendre comme position. Il est bon de noter d'ailleurs que Anakin va affronter le même dilemme dans l'attaque des clones, alors qu'il est censé tenir la sénatrice Amidala loin des dangers, mais comme elle est touchée par le deuil de la mère d'Anakin, elle va lui donner la justification rêvée pour désobéir aux ordres. He gave you strict orders to protect me, and I'm going to help Obi-Wan. Tous deux, en tout cas, Luke et Anakin, défient l'autorité des mentors, comme Rey défie Luke. Et c'est là que j'ai hâte qu'on en arrive à la finalité des parcours de chacun, pour voir en quoi c'est pertinent avec Anakin et Luke, et en quoi c'est du foutage de gueule avec Rey. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Mais on va d'abord s'occuper de Luke pour sa grande révélation finale. Toujours renfermé dans son défaitisme, il va mettre fin à tout ça. Alors, les gars, on va passer sur Yoda, un protecteur de la vie qui a transcendé la mort, tout ça pour au final foutre le feu à un arbre millénaire. Donc pour le respect de la vie, on repassera. Et il manque carrément de faire de Luke la version New Age de son père avec une petite explosion maison. En fait, Yoda, il est devenu sénile. Il est con ou il est fou, c'est à vous de choisir. Wisdom they held, but that library contained nothing that the girl Rey does not already possess. Ah ouais, donc depuis le début de ce film, en fait, Luke c'est vraiment l'abruti, et Rey, donc, on y vient, c'est vraiment celle qui avait raison depuis le début. Lose Rey, we must not. Il est pas con, lui. Yoda valide Rey en une scène. Donc depuis le début de cette analyse, de la partie 1 à celle-ci, on voit bien qu'elle fait n'importe quoi. On voit bien que son seul objectif au final, c'est de foutre son nom dans l'organigramme de l'entreprise. Elle crush subitement sur un tueur parce qu'elle est contrariée de pas savoir qui sont ceux qui l'ont abandonnée. Elle ne cherche qu'à savoir pourquoi elle a des pouvoirs. La guerre, limite, on dirait qu'elle s'en fout. Elle manque de tuer des gens. Elle agresse son mentor. Elle se rue vers l'ennemi sans réflexion ou avoir appris quoi que ce soit. Mais c'est normal. Elle est la solution. Yoda vient de nous le dire. Elle sait déjà tout. Et puis alors, le fameux blabla sur l'échec, là, c'est vraiment de la merde. Arrêtez de défendre ça par pitié, en mode... Les Derniers Jedi, c'est bien parce que c'est un film sur l'échec, et l'erreur, ça rend les personnages humains. Eh ben merci. Merci Rian Johnson, merci à toutes les critiques. C'est clair qu'on avait que des personnages parfaits au parcours parfait, qui n'ont pas eu du tout à apprendre cette leçon déjà dans les films d'avant. Failed, I have failed you, Anakin. I have failed you. I'm sorry. Where is Padme? I was weak. Unwise. Toi, arrête de chialer, hein! Non mais comparé encore une fois avec des mentors comme Yoda et Obi-Wan, je veux dire, eux ils assument leurs erreurs jusqu'au bout. Destroy the Sith. We must. I will do what I must. I thought that I could instruct him just as well as Yoda. I was wrong.
Non, lui par contre là, il compte pas, celui-là, il n'existe pas, allez. Je sais pas qui c'est. Les gars, même, ils guident leurs étudiants par-delà la mort s'il le faut. Ils ont des convictions. Ils passent le flambeau pour que d'autres réussissent là où eux ont échoué. On jette pas les sabres laser pour troller le public. Et d'ailleurs, c'est un acte qu'on voit aussi dans Ahsoka. Et là aussi, c'est fait d'une toute autre façon. Ahsoka choisit la vie. Elle choisit la même voie que Luke, qu'Anakin. Lui, qui pourtant a quand même commis des génocides, a perdu sa femme, ses amis, son âme. Et pourtant, il vient pas faire sa victime, et comme il a appris de ses erreurs, il vient surtout pas blâmer ses maîtres, dont il revendique même à présent l'héritage. Ahsoka, within you will be everything I am. All the knowledge I possess. Just as I inherited knowledge from my master, and he from his. Vous avez vu l'évolution du personnage avec ça? Vous savez quoi? Il blâme même pas Palpatine. Il aurait pu, ça aurait été facile de dire « Ah bah c'est pas ma faute, c'est la faute de Palpatine ». Non. Le gars, il vient, il assume. Il a assumé à partir du moment où il s'est regardé lui-même et qu'il a tué l'empereur. Donc venez pas me parler de films sur les échecs et les erreurs. Parce que dans le cas d'Anakin, par exemple, dans Ahsoka, on n'a pas ce genre de dialogue de Yoda qui est complètement stupide. Et on n'a pas Luke non plus qui fait que chouiner. Il apparaît, Anakin, comme acceptant tout ce qu'il a été, toutes ses erreurs, et ferme. Ferme comme jamais. Très déterminé à redonner vie à son apprenti. Même si ça se fait avec brutalité. Pour donner une leçon de volonté. Qu'est-ce qu'il va faire Luke avec Kylo Ren dans quelques scènes? Il va le troller. Voilà. Il va lui dire qu'il a tort. Amazing. Every word of what you just said was wrong. Mais Anakin dans Ahsoka ne vient pas dire ce qu'il ressent, mais exprime ce qu'il a fait. Et Anakin, c'est quand même l'un des personnages les plus égocentriques de la saga. Mais lui, il a évolué. Il ne se raconte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit ce qu'il a fait, ce qu'il a été, il le fait par l'image. Et il dit à l'autre, son élève en perte de repère, ce qu'elle doit faire. Luke, lui, il fait que parler. Et il dit rien d'ailleurs de ce qui doit être fait. Donc non seulement il fout la faute sur les Jedi qui auraient créé Vador et donc ne méritent pas d'exister, niant toujours ce film, on le rappelle toujours, et Anakin, l'ancien tueur de Jedi, vient nous dire que les Jedi, même avec des pouvoirs surhumains, restent humains et commettent des erreurs. Ça vous rappelle rien? Failure also. Yes, failure most of all. The greatest teacher, failure is. C'est le même angle d'attaque thématique, mais c'est pas du tout traité de la même façon. Luke, il reste bloqué sur son erreur, qui est mal écrite en plus, et il abandonne tout. Anakin, il nous dit, ce qui est fait, ce qui compte, c'est ce qu'on fait ensuite, ses convictions, ses actes. Et là, on a un vrai personnage de mentor face à une Ahsoka en conflit interne, qui, elle, n'assume plus l'héritage qui est le sien, un petit peu comme Luke, d'ailleurs. Mais l'écriture n'a rien à voir, parce que là, on a une Rey en conflit interne, mais on a Yoda qui la valide. Donc en gros, elle a raison, et Luke n'est pas un mentor. Il refuse cette position puisqu'il est là pour mourir. Il n'a aucun espoir et a abandonné tout le monde. Alors que le gars incarnait l'espoir. Il a été le déclencheur qui a ramené Anakin du bon côté, quoi. Et quand il affronte sa propre disciple, plus ou moins, non seulement il perd, mais en plus il continue de faire son chafouin. Pour qu'au final Yoda vienne dire « L'échec permet d'apprendre ». C'est une leçon qu'il avait déjà apprise, mais apparemment c'est pas rentré, quoi. Voilà pourquoi Luke c'est une honte dans ce film. Mais même Yoda c'est une honte. Ce film est nul, mais il se croit brillant. Et c'est fatigant de voir que certains, sous prétexte que ce film nomme un thème, l'échec en l'occurrence, ça suffit pour qu'on considère que ce thème est bien exploité. Comparer le traitement de l'échec dans Ahsoka face à Anakin et de Rey face à Luke, mais ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus fin et nuancé et inspirant dans un sens, et dans l'autre, c'est juste s'amuser à casser les icônes pour le plaisir de les casser et se croire malin en fait. Et rabaisser ces icônes à un niveau, pas humain, mais à un niveau médiocre. C'est pas tout à fait la même chose. La médiocrité fait partie de l'humanité, mais heureusement, il n'y a pas que la médiocrité qui fait partie de l'humanité. Mais chez Lucasfilm, The Acolyte nous a donné un brillant exemple en ce sens. J'en parle de ces notions de médiocrité dans mon podcast, si vous voulez aller le voir. Mais chez Lucasfilm, du coup, c'est... on nous vend des héros médiocres, comme ça, on vit mieux notre propre médiocrité.
Tiens, en parlant d'arguments parfois pour défendre les derniers Jedi, on nous a dit souvent que Lucas avait prévu de nous mettre un Luke en exil aussi. Vous savez, il y a une différence entre exil et se laisser crever, parce que Obi-Wan et Yoda sont en exil aussi. Mais ils attendent pas de mourir. Il y avait une raison à leur exil. I will take the child and watch over him. Until the time is right, disappear, we will. Donc dans la version de Lucas, si j'ai bien compris, hein, apparemment, des sources qu'on a eues sur les scénarios qu'il avait laissés à Disney au moment de la vente, Luke partait en exil car il remettait apparemment en question son libre arbitre et refusait d'être un jouet du destin et de la force. Mais il n'y a pas des jérémiades, donc c'est pas l'exil le problème, c'est son motif et sa façon de le vivre. Quelle aurait pu être la faille de Luke dans une suite au retour du Jedi ? Quand on voit au début de l'épisode 6 qu'il est chez Jabba, il a quand même une sacrée grande confiance en lui. Ça aurait pu être une faille dans la suite. Mais pas jeté comme ça au détour d'une réplique, hein. Une faille à développer dans le scénario. Prends un exemple. S'il avait cru jusqu'au bout à la rédemption de Kylo Ren, comme il l'a cru pour son père, et que cela avait causé la mort de Han Solo. Là, vous avez un Luke qui découvre une dure vérité. Il découvre que ce qui s'applique à sa propre expérience avec son père n'est pas universel. Et s'il se sent responsable de la mort de Han, en plus de son échec avec Kylo Ren en tant que professeur, non pas en blâmant les Jedi ou l'ordre, mais bien lui-même, comme un être responsable, là on aurait pu avoir un Luke abattu. Là on aurait pu avoir un Luke qui préfère se retirer. Là on aurait pu avoir un Luke qui du coup va devoir se relever d'une lourde erreur. Mais ce Luke chouineur et les bras ballants là, un Luke qui se fait remettre en place, surtout par son étudiante, qui elle-même n'est un modèle en rien, si chacun avait appris quelque chose de l'autre, là ça aurait pu être fort. Mais elle va apprendre quoi d'ailleurs ? Parlons-en. Elle se rend à Kylo-Ren. I feel the conflict in you. On le dira jamais assez, mais je pense que le conflit, on le sent tous en lui. Le gars, depuis le 7, il dit qu'il veut être un méchant, mais que c'est dur d'être un méchant. C'est bien plus efficace avec un Vador dont tu ne vois jamais les traits, qui ne manifeste que très peu d'émotions visibles. Mais lui, qui gémit et frappe son casque comme un ado énervé, ouais, effectivement, oui, le conflit est visible. Mais c'est sans doute pour mieux nous tromper, n'est-ce pas Ryan ? Kylo-Ren, il dit que Rey va basculer. Mais oui, ça on peut s'en douter au vu de ses comportements. Puis... Rian Johnson nous prépare son twist sauce Empire contre-attaque et on arrive à la confrontation tant attendue avec Snoke. Cette scène, en miroir foireux du final du Retour du Jedi, nous donne la révélation de Snoke. It was I who bridged your minds. Comment ? Ta gueule. Ah, mais ça devient intéressant ça. On dirait que enfin Rey va payer le prix de son manque de discernement depuis le début de ce film. Enfin, on va le reconnaître, enfin, Rey galère. Enfin, il était temps. Elle va devoir subir des conséquences. Elle n'est pas de taille. Il fallait attendre qu'elle confronte le Big Boss directement. C'est abusé, mais on va l'accepter. Mes amis, on peut féliciter Rian Johnson, car comme Luke, comme Anakin, Rey va devoir subir les conséquences de son échec. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et vous savez c'est drôle quand même, hein, quand tu sais qu'au final ce mec c'est quand même Palpatine plus ou moins, un de ses clones, et il est pas foutu de voir une trahison arriver, alors que le gars a déjà vécu une trahison encore plus inattendue. Mais mon Dieu que c'est... Sacré Rian Johnson, il nous a bien eu encore, hein. Bon bah Snoke, on saura pas qui c'est. Il était le seul à dominer Rey et donc présenter un conflit crédible, et ben il est mort. Donc ça y est, elle est tranquille. On va passer cette scène de combat affreuse où ces personnages affublés de pouvoir décident ici de n'en utiliser aucun, et on arrive à la fameuse grande révélation. They were nobody. They were filthy junk traders who sold you off for drinking money. The dead in a pauper's grave in the Jakku desert.
You have no place in this story. You come from nothing. You're nothing. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? On en a déjà parlé dans la scène de la grotte, vous savez ce que j'en pense. Délire de nombriliste. Rey apprend un truc qu'en plus elle savait manifestement déjà. Merci pour cette intrigue qui fait plus perdre du temps qu'autre chose. Elle chiale parce qu'elle fait pas partie de la légende. Et elle refuse de céder à l'appel de Kish-Loren. Et elle fait jeu égal avec lui dans une bataille de force. En fait, non, même pas. Lui, il perd connaissance et elle se tire avec le sabre. Donc, encore une fois, il passe pour un bon tocard. En plus, il a même failli mourir contre un garde. Un garde. I've seen this raw strength only once before. In Ben Solo. Et c'est elle qui le sauve. Et bien entendu, cet homme devient apparemment trop puissant. Allô, y'a personne au bout du fil? Je pense qu'on peut arrêter de traiter tout en détail à partir de maintenant, parce que la fin des derniers Jedi, c'est quoi? Kish-Loren propose une alliance à Rey. Elle refuse. La résistance est piégée. Luke se sacrifie pour leur laisser le temps de fuir. Ils sont bloqués, mais notre Wonder Woman de la Force est là pour sauver tout le monde. Un gamin balaie avec la Force. Fin. Dans cette dernière et ultime partie, on va pouvoir commencer à parler comme toujours des capacités de Rey, toujours plus cheatées, mais aussi de la façon dont elle tire ses leçons dans ce film. L'apprentissage de la Force porte un sens, au-delà d'acquérir des pouvoirs cool. Ressentir la Force et la contrôler sans se perdre dans le côté obscur demande des qualités telles que la patience, l'humilité, le lâcher-prise, la paix intérieure, la détermination, la capacité à subir des revers et en tirer une leçon pour s'améliorer. Nous tendons tous à cet idéal et on voit bien que ce n'est pas simple, nous sommes des humains après tout. Anakin et Luke, en particulier dans leur second volet respectif de trilogie, le volet de la transition, cheminent pour devenir un chevalier Jedi, un parcours qui est tout sauf facile. Heureusement, car je le rappelle, si les conflits sont trop faciles à résoudre, quel intérêt pour l'histoire? Si on fait un rapide résumé, l'entraînement pour Luke commence par le corps et l'exercice physique intense, la discipline, exploiter la force pour accroître ses capacités. Luke y apprend comment se manifeste le côté obscur et avec quelle facilité il peut séduire la personne qui l'emploie. Puis vient l'épreuve de la grotte, un échec. Alors que son X-Wing coule, Luke va faire face à un nouvel enseignement, remettre en question ses croyances limitantes. Sans cela, il restera ce qu'il est, un individu inaccompli. Il ne faut pas juger trop vite la réalité et aller au-delà de nos perceptions. La taille importe peu et Yoda en fait la démonstration devant un Luke ébahi qui a échoué, encore une fois. Luke s'acharne à maîtriser le pouvoir de la Force sur la gravité, sur la double vue des avenirs possibles, du passé disparu. Des progrès notables, mais nouvel échec. Luke doit encore apprendre à se contrôler. Après plusieurs leçons, plusieurs échecs, Luke décide néanmoins d'aller contre l'avis du maître, aider ses amis. Par l'épreuve de la chair, il en paye la conséquence, en perdant une main et ses illusions, de façon brutale. Personne ne viendra lui permettre d'échapper à cet échec. À ces successions de leçons, suite à des erreurs de Luke, il va pouvoir en tirer un précieux enseignement. En reconnaissant qu'il s'est trompé, en reconnaissant la validité de l'enseignement de ses mentors, Luke refuse la proposition de son père et lâche littéralement prise. Il ne deviendra pas un agent du mal. Pas maintenant. Sa survie, il la doit à Leia, précisément l'une des personnes qu'il était venu sauver. Et encore une fois, ils finissent par définitivement échapper au Seigneur Noir des Sith grâce à R2-D2. En bref, l'action de Luke a failli se solder par une catastrophe, soit par sa capture, soit par sa conversion au côté obscur. Autant de facteurs qui n'auraient pu qu'aggraver la situation. Mais Luke a appris de cet échec précisément parce qu'il en a subi les conséquences, peut-être nécessaires. Il a appris les vertus de la patience, il a appris qu'il devait remettre en question ses croyances, de la même façon que la taille ne compte pas. Cette faute de parcours, fruit d'un attachement entre une personne et ses proches, sera pourtant le catalyseur d'une prise de conscience déterminante pour Luke, que même ses maîtres n'ont pas vu venir. Il comprend que derrière l'armure de Dark Vador, il reste encore un homme qui fut son père et lui a tendu la main. Certes, pour de bien funestes objectifs, mais qui néanmoins ne l'a pas tué alors qu'il en avait maintes fois l'occasion. En ayant digéré la valeur de son erreur, Luke peut revenir plus fort et mieux armé, autant sur le plan physique que sur le plan moral. Luke a fait de son erreur une force en la comprenant, en l'assimilant, en la transmutant par l'expérience. Pour couronner le tout, on échappe à une vision binaire où les mentors auraient raison tout le temps,
car Luke pourra, suite à cette expérience, faite de haut et de bas, les remettre en question et cette fois, avoir raison. Once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny. There is still good in him. He's more machine now than man, twisted and evil. Anakin de son côté est présenté comme ce Jedi aux capacités extraordinaires, mais qui a en fait encore beaucoup à apprendre. Enorgueilli par ses capacités hors du commun, il est à présent entraîné depuis 10 ans, et peut contrôler la force. Il se croit souvent meilleur qu'il ne l'est, et si on en croit Obi-Wan, néglige la discipline de l'entraînement. En fin de film, cela va lui coûter un bras contre le comte Dooku. Encore une fois, le talent ne fait pas tout. Et c'est la première fois qu'Anakin en apprend la leçon. Tout comme il doit apprendre que même des capacités extraordinaires, ça ne fait pas de miracle et il ne peut empêcher la mort. Et si on compare avec Rey, du coup elle a fait quoi? Elle s'est entraînée contre un rocher, a médité 1 minute, fin de l'entraînement pour tout ce qui est des pouvoirs de la force et du maniement du sabre laser. Donc, je suis censé trouver normal qu'elle joue jeu égal avec Kylo Ren et qu'elle soulève des tonnes de rochers, mais en chie effectivement d'ailleurs, contre des gardes rouges. Regardez donc Yoda après un combat contre Dooku, quand même, il donne de lui-même pour empêcher la colonne d'écraser Anakin et Obi-Wan. Elle, après avoir soulevé ses rochers, elle l'est même pas essoufflée. Et le tocard là qui pouvait pas soulever un X-Wing. Ah mais oui, c'est vrai. Il suffit de croire et ça suffit. Rey, de son côté, comme Anakin d'ailleurs, n'écoute rien ni personne. Elle est colérique, impulsive, égocentrique. Bref, comme Anakin, développe ce fantasme où l'erreur n'est qu'anecdotique et n'aura pas de conséquences. Rey remet en question le mentor depuis le début, n'apprend rien de significatif par lui, que ce soit au niveau des compétences de la force, du sabre ou du monde, au contraire, c'est elle qui donne des leçons. Luke ayant été pris en défaut, il perd sa légitimité et Rey quitte l'île pratiquement comme elle est venue, sans entraînement, sans réponse à ses questions. Si nous pouvions à ce stade du film encore avoir un doute sur le bien fondé des actes de Rey comme pour Anakin, Yoda, comme on l'a vu, est venu la valider. Rey serait donc la solution qui s'ignore, modestie ultime pour ajouter encore des qualités au personnage, ne la lissant que davantage. Lorsque le film enfin nous montre une Rey en position de faiblesse face à Snoke, j'ai cru enfin que Rey allait devoir assumer la conséquence de son comportement, tout comme Anakin et Luke avant elle. Toute sa tentative, son plan, sonne comme un échec, jusqu'au sauvetage de Kylo Ren qui a une toute autre idée en tête, basée sur l'ambition et non la rédemption. Rey s'est donc trompé sur ce point. Incroyable! Son mentor, là, avait vu juste. Tout ceci apparemment pourrait me donner tort. Ça s'apparente à un échec semblable à celui de Luke ou d'Anakin dans l'Empire contre-attaque et l'attaque des clones. Sauf que, regardez bien, cela n'a aucune répercussion notable et sérieuse. Et ne venez pas me dire que parce qu'elle s'est faite un peu sodomiser par la force, elle paye la conséquence de quoi que ce soit. Premièrement, Snoke meurt. Et je ne me rappelle pas que l'erreur de Luke dans l'Empire contre-attaque permettait la destruction de l'Empereur, ou affaiblissait l'Empire. La mort de Snoke est en effet une surprise, mais du point de vue dramaturgique, notre héros est bien parti pour ne pas subir les leçons de son échec, et je vais vous le montrer en 3 étapes. La première, elle résiste à l'appel de Kylo Ren alors que sa quête identitaire est brisée. Point numéro 2, la résistance est bloquée, mais Luke décide enfin de suivre la voie que Rey lui a indiquée depuis le début. Luke vient donc se sacrifier pour permettre à la résistance de s'enfuir. Donc, Rey a bien eu raison de remettre en question le mentor. Puisqu'en effet, on l'a vu, Snoke il est mort, le Premier Ordre donc va perdre sa cohésion avec des leaders opposés entre eux et un Kylo Ren tête brûlée qui, dupé par Luke, fait n'importe quoi et laisse la rébellion s'échapper. Rajoutons que Snoke maîtrisait complètement Rey, alors que Kylo Ren a toujours autant de mal à la battre. Là où Luke et Anakin échappaient de très peu à la catastrophe et avec des séquelles, d'ailleurs des séquelles physiques, celui de Rey ne fait qu'amoindrir la menace, affaiblir le Premier Ordre, et la venue de Luke finit par valider toute l'opposition qu'elle avait envers lui. Luke validant ses choix, son déplacement donne du temps supplémentaire à la résistance, et on arrive à la conclusion et le dernier point, Rey, par son action, est celle qui va boucler le sauvetage des survivants. Dans ce film, même en ratant, l'héroïne réussit. Contrairement à Luke, qui devenait le mec à sauver dans l'Empire contre-attaque, pour elle, aucun dommage physique, aucun dommage symbolique,
aucune répercussion de l'échec concrète et palpable. Au contraire, de l'échec naît un succès immédiat. Elle sauve le peu de résistants qui restent. Comparez l'état de Ray après la confrontation aux deux autres personnages. Je suis désolé, cette héroïne est juste intouchable, et encore une fois ne fait face à aucun conflit sérieux. Comparez la fin de l'Empire contre-attaque, les héros s'en sortent par la seule intervention de R2-D2, Deus Ex Machina de la saga, que Vador ne pouvait pas anticiper. Mais Han Solo est toujours sous la main de Boba Fett. L'Empire garde son avantage, les rebelles pour l'instant sont en déroute, Luke est blessé, Dark Vador est incontestablement intouchable pour le moment, par extension son maître aussi. Malgré la destruction de la première étoile de la mort, tout est à refaire, ou plutôt tout est à faire. Remporter une bataille n'est pas remporter la guerre, et l'objectif est loin d'être atteint. La menace pèse toujours sur le jeune apprenti qui doit encore tout prouver et assimiler en plus de ça une douloureuse vérité. Si je prends l'attaque des clones, la guerre n'a pas pu être évitée. Les Sith se dévoilent de plus en plus, le côté obscur s'étend, la démocratie perd en vigueur, Anakin et Padmé entament une relation secrète contraire à leur fonction, et notre héros nous a dévoilé une facette bien sombre de sa personnalité. Les Derniers Jedi est le film qui achève de faire de Rey un très mauvais personnage. Suis-je misogyne du coup? Je vous le demande. Eh bien, vous voyez, j'ai défendu la série Ahsoka où les personnages principaux sont des femmes, donc voire des Jedi, mais elles ne sont pas fortes au détriment des hommes ou dans la facilité. Rey s'entraîne à peine, et ça change rien. Et elle est en colère, et elle gagne tout, et ne perd rien. Ça raconte quoi? Du côté de Ahsoka, on a quoi? On a des Jedi qui font des choix, et des erreurs. Ahsoka trace sa propre voie, mais sans renier l'héritage ou l'enseignement du maître, comme Luke. Sabine s'entraîne, mais échoue. Elle se laisse guider par ses émotions, n'écoute jamais le maître et fait tout foirer. Elle s'énerve et cela n'avance à rien. Ahsoka de son côté n'est pas en paix avec son passé et elle-même face à Baylan, elle perd son duel. Rey n'est pas en paix avec son passé, mais balèque, elle réussit. Luke jette son sabre pour troller le public, Ahsoka jette son sabre pour faire sens. Le maître n'est pas tourné en ridicule ou devenu une version cynique et aigrie pour surprendre son public et du coup aller contre sa dramaturgie. Dans Ahsoka, Anakin intervient et il est la clé pour redonner la foi et la motivation à son apprenti comme son propre fils a été la clé de sa rédemption. J'ose même dire qu'avec cet Anakin, on rend la postlogie impossible. En effet, comment a-t-il pu laisser Luke autant dériver? Pourquoi n'a-t-il pas guidé son petit-fils? Qu'est-ce qu'il y a? Il peut pas lui parler directement? Et bien que Luke, dans ce cas-là, fasse le relais, Anakin, l'âme damnée de la saga, finit sa séquence avec le sourire aux lèvres, avec le mot « espoir ». Luke finit la saga en faisant un arrêt cardiaque pour cause de surdose de force. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. La fameuse réplique « manque de conviction » est intéressante parce que c'est bien ce qui manque à ces produits Disney. Le Mandalorien n'a pas tellement de conviction, il suit un credo, un endoctrinement. Je pensais justement qu'il allait être confronté à un choix entre ce credo et suivre sa propre voie, mais il y a eu la saison 3, qui était minable. Obi-Wan et les convictions, une vaste blague. Le type a juste baissé les bras et retrouve la bonne humeur quand son monstre d'élève lui dit « c'est ma faute, pas la tienne ». Du coup, il peut s'en aller heureux et laisser la charge de tuer Vador à son fils 10 ans plus tard. Hello there. You must face Darth Vader again. Ben, je me suis dit, on s'en balance. En bref, le gars, il est juste là pour s'absoudre de ses sentiments. Paye ta régression. Quiche Lorraine, des convictions, on sait même pas ce qu'il cherche et pourquoi. Le pouvoir n'étant pas une réponse. Le pouvoir, c'est un moyen pour arriver à ses fins. Dooku utilise le pouvoir du côté obscur pour établir un ordre juste. Anakin veut le pouvoir pour sauver sa femme. Palpatine veut le pouvoir pour donner un monde à son image absolue et donc ordonné, à la manière forte. Luke, bon bah, on l'a vu, hein. Leia, lol. Han Solo, le gars cherche sa bagnole au lieu de chercher à récupérer son fils. Et on a Rey, elle est là par hasard, se regarde le nombril et elle s'apitoie. Toute une vision symbolisée par cette séquence finale avec un petit garçon sachant déjà manier la force instinctivement.
il en sort un commentaire troublant, qu'il soit volontaire ou non, où les mentors au final sont inutiles, voire nuisibles, où n'importe qui peut devenir exceptionnel. Devenir un Jedi, maîtrisant ses aptitudes et la façon de s'en servir, étant l'aboutissement d'un parcours avant, et bien plus maintenant. Ça ne demande plus aucun effort, ou très très peu. On peut faire n'importe quoi, et tout de même en récolter une récompense. Car si Anakin payera ses erreurs plus tard, ce ne sera pas le cas de Rey dans le dernier épisode de sa trilogie. En termes de narration, Les Derniers Jedi, tout comme Le Réveil de la Force, est pris dans cette contradiction du à moitié remake, à moitié suite. Il ne se pense pas comme un film à part entière. Les Derniers Jedi reprend les patates chaudes laissées par Le Réveil de la Force, et Rian Johnson s'amuse surtout à donner le contraire de ce qu'on attend, sans pour autant donner les précisions nécessaires pour construire la quête et les conflits de notre héroïne, ni celle des autres personnages par ailleurs. C'est donc se contenter d'aller à l'encontre des attentes. Luke devient un aigri, la quête identitaire de Rey se solde par une sorte de non-révélation, le mystérieux méchant Snoke disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Les motivations du Premier Ordre, le rôle de Maz Kanata, Kylo Ren qui doit finir ce que Vador a commencé, Les Derniers Jedi, tout comme Le Réveil de la Force, reste dans le vague avec ses questions et va laisser au dernier film le soin de se dépêtrer de tout ceci. Encore. Apparemment, Rian Johnson a pris des risques, et bien George Lucas aussi avec sa prélogie et son traitement d'Anakin Skywalker. Lucas choisit de raconter son histoire comme il veut. Résultat, il a une démarche iconoclaste. Vador, cette menace terrifiante, est montré comme un enfant et un ado effrayé, arrogant, et aussi mauvais séducteur que sincère dans sa démarche. Il a déstabilisé son public qui attendait probablement autre chose d'un jeune Vador, mais il va plus loin. Il expérimente également l'outil numérique et pousse la technologie au maximum, et à ses frais. Rappelons que c'est lui qui produit. Sur un film qu'il a écrit de A à Z depuis 30 ans. Il ne vient pas flatter l'intelligentsia de son public devenu adulte, mais continue de parler à son public cible de base, les enfants, et leur transmettre un propos cohérent sur 6 films, malgré ses propres doutes et critiques qu'il a pu recevoir. Rian Johnson n'est venu que livrer son interprétation de Star Wars et n'a rien compris à l'intention de George Lucas qui était construire une fable morale et être humblement à son service, et non pas étaler ses propres réflexions sur la fable morale en question, sous son œil d'artiste subversif. Ces postures de Johnson ou Abrams, qui s'amusent à modeler Star Wars car ils s'imaginent l'avoir mieux compris que son créateur, sont quand même un drôle de reflet du comportement de Rey, qui envoie chier le maître vu comme un vieil aigri qui a merdé, alors qu'elle porte la bonne parole. Rappelons-nous quand même que toute leur communication marketing à ce moment-là était de renouer avec le vrai Star Wars, loin de la prélogie et quelque part loin de George Lucas. Le Réveil de la Force restait dans sa zone de confort. Les Derniers Jedi donnent l'impression inverse pour se donner un air subversif et plus profond, mais seulement par l'artifice de la rupture avec les codes. En apparence novateur, mais les deux films en fait sont bâtis sur du flou. Le public peut donc alors se faire sa propre idée sur les blancs des personnages et on a donc moins de chances de lui déplaire. Sauf que cette façon de faire a été totalement contre-productive car le public a bien senti qu'on ne cherchait pas à raconter une histoire mais à faire semblant. Ne reste alors que les critiques des journalistes et ceux qui se laissent prendre par les artifices de Rian Johnson en y voyant du changement dans une saga qui pourtant apportait son lot de nouveautés à chaque épisode, et ceux sans tout foutre en l'air. Et ceux peut-être qui sont bien soulagés de se conforter dans la vision de cette héroïne, Rey, qui fait n'importe quoi, mais remporte tout de même ce qu'elle veut, sans trop de problèmes. Pour conclure, nous citerons ce cher Aristote qui pourrait résumer la démarche de George Lucas ainsi. Le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. Rian Johnson confond audace et arrogance, il ose tout, ce qui me rappelle quelque chose. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Merci à tous pour votre patience, pour vos futurs commentaires, j'ai hâte de vous lire, pour vos likes, vos partages. J'espère que cette analyse qui aura eu mis bien trop de temps, je le sais, à arriver, vous aura plu, vous aura satisfait. Nous pourrons continuer à en débattre dans les commentaires. Le sujet est tellement complexe que j'ai pu oublier des choses. N'hésitez pas à échanger avec moi car c'est votre échange qui me donne la motivation de continuer. J'espère avoir fait le tri dans mes occupations et ma vie pour pouvoir être là plus régulièrement. Prenez soin de vous, que la force soit avec vous. À jamais.